Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on finit l'épisode sur Cadix 1811. Donc c'est une enquête policière, hein, le livre de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, Cadix ou la diagonale du fou. Hein, donc je vous l'ai présenté la semaine dernière. Donc c'est publié au Seuil. C'est une enquête policière. Donc on avait lu des passages d'un livre d'histoire la dernière fois, Napoléon et la guerre d'Espagne 1808-1814 de Jean-Joël Bréjon, hein, donc à temps de puce. Et donc c'est un livre d'histoire très très bien écrit. Là c'est en édition poche quoi. Voilà, et donc je vais vous lire des passages de celui-ci. Et puis je vous avais montré également un livre dont je ne vous avais pas donné l'auteur. Donc c'était donc Napoléon et la campagne d'Espagne 1807, parce qu'il se passe des choses avant en fait, notamment au Portugal. Et donc ça avait été écrit par le commandant Henri Lachouque, un militaire, hein, et ça fait très très longtemps, hein, dans les années 60. Ça c'est une réédition, je crois, en 1978. Hein. Voilà, donc c'est aux éditions Copernic. Édition Copernic. Voilà. Donc c'est une des sources possibles pour la guerre d'Espagne. Et puis le siège de Cadix, etc. Donc je vous avais montré aussi des gravures. Hein, c'est souvent des livres où il y a des grands tableaux du 19e siècle sur les gloires napoléoniennes, etc. Voilà. Donc ça c'est une des sources. Hein. C'est bien écrit aussi, hein, mais c'est très attaché aux faits militaires. Quoi. Voilà. Donc je vais vous lire des passages de ce livre, de ce roman policier historique. Hein, c'est un genre qui a du succès en ce moment. Enfin, je vous avais déjà donné j'avais déjà lu des passages d'autres livres sur des romans historiques policiers. Quoi, hein, voilà. Et c'en est un. C'est un gros roman, hein, puisqu'il y a plus de 700 pages, hein, plus de 750 pages. Donc, alors, page 18, le siège de Cadix. À la même heure, 3/4 de lieue à l'est de l'auberge du Boiteux, Simon Desfosseux, capitaine attaché à l'état-major de l'artillerie de la 2e division du 1er corps de l'armée impériale, les Français, hein, somnole et parasé, jure entre ses dents, tout en numérotant et archivant une lettre qu'il vient de recevoir de la fonderie de Séville. D'après le rapport du colonel Fronchard, chargé de superviser la fabrique de canons andalouses, les défauts des 3 obusiers de 9 pouces reçus par les troupes qui assiègent Cadix, dans l'âme du canon, le métal se fissure après quelques coups, sont dus à un sabotage au cours de la fonte. Un alliage délibérément incorrect qui finit par produire des fractures et des cavités connues dans le langage des artilleurs sous le nom de cric et de retassure. 2 ouvriers et un contremaître des Espagnols ont été fusillés par Fronchard il y a 4 jours, dès la découverte des faits. Mais cela ne console pas pour autant le capitaine Desfosseux. Il gardait quelques espoirs dans les obusiers désormais inutilisables. Et chose plus grave, ces attentes étaient partagées par le maréchal Victor et d'autres supérieurs, qui le pressent toujours de trouver une solution à un problème qui, désormais, ne dépend plus de lui. « Chasseur, à vos ordres, prévenez le lieutenant Bertoldi, je serai là-haut sur la tour. » Écartant la vieille couverture qui masque l'entrée de sa baraque, le capitaine Desfosseux sort, gravit l'échelle en bois qui conduit à la partie supérieure du poste d'observation et, par une meurtrière, contemple la ville au loin. Il reste tête nue sous le soleil, les mains croisées dans le dos sur les pans de sa veste indigo et à revers rouge. Le fait que l'observatoire, doté de plusieurs télescopes et d'un micromètre Rochon ultramoderne à double lentille en cristal de roche, soit situé sur une légère élévation entre le fort armé de canons de la Cabezuela et le canal du Trocadéro, ne doit absolument rien au hasard. C'est Desfosseux qui a choisi l'endroit après une étude minutieuse du terrain. De là, il peut embrasser tout le paysage de Cadix et de sa baie jusqu'à l'île de Léon, et avec l'aide de longues vues, le pont Zuarzo et le chemin de Chiclana.
En quelque sorte, ce sont là ces domaines, tout au moins théoriques, c'est l'espace d'eau et de terre placé sous sa juridiction par les dieux de la guerre et l'état-major impérial. Un cadre dans lequel l'autorité de maréchal et de généraux peut, en certaines occasions, plier devant la sienne. Un champ de bataille particulier fait de problèmes, d'essais, d'incertitudes et aussi d'insomnie. Et l'on ne se bat pas avec des tranchées, des mouvements tactiques, des charges finales à la baïonnette, mais au moyen de calculs sur des feuilles de papier, de paraboles, de trajectoires, d'angles et de formules mathématiques. Un des nombreux paradoxes de cette complexe guerre d'Espagne est qu'un combat de cette importance, où le dosage des proportions dans un livre de poudre, où la vitesse de la combustion d'une étoupille compte davantage sur le courage de 10 régiments, soit coiffé dans la baie de Cadix à un obscur capitaine d'artillerie, soit confié dans la baie de Cadix à un obscur capitaine d'artillerie. Depuis la terre, les positions ennemies sont inexpugnables. Même Simon des Fosses le sait, mais personne n'a osé le dire en ces termes à l'empereur. La ville n'est reliée au continent que par le récif, étroite chaussée de pierre et de sable qui s'étend sur presque 2 lieues. En outre, les défenseurs ont fortifié plusieurs points de cet unique passage, en le mettant sous le fait croisé de plusieurs batteries et fort disposées avec intelligence, qui de plus s'appuient sur 2 places bien fortifiées. La porte de terre, garnie de 150 bouches à feu, à l'endroit où commence la ville proprement dite, et la coupure, située à mi-chemin sur le récif et dont les travaux ne sont pas encore achevés. À l'extrémité de tout cela, là où l'isthme rejoint la terre ferme, se trouve l'île de Léon, protégée par des salines et des canaux. Il convient aussi d'ajouter les navires de guerre anglais et espagnols mouillés dans la baie, et les forces plus légères constituées de chaloupes canonnières qui surveillent les plages et les canaux. Un dispositif aussi formidable équivaudrait à un suicide pour toute attaque française venant de la terre, de sorte que les compatriotes de Desfosseux s'en tiennent à une guerre de position, dans l'attente de jours meilleurs ou d'un changement dans la situation de la péninsule. Jusqu'à ce que ce moment arrive, l'ordre est de resserrer le cercle en intensifiant les bombardements sur des objectifs militaires et civils, système sur lequel le commandant français et le gouvernement du roi Joseph Bonaparte ne se font guère d'illusions. L'impossibilité de bloquer la ville laisse grande ouverte la porte principale de Cadix, la mer. Des navires sous divers pavillons vont et viennent devant le regard impuissant des artilleurs impériaux. La ville continue à commercer avec les ports espagnols rebelles et la moitié du monde. Et, amère contradiction, les assiégés sont mieux approvisionnés que les assiégeants. Voilà, donc oui, c'est un récit très documenté, hein, pour le coup. Hein. Donc, avec plein de détails techniques, etc. Voilà, voilà. Ensuite, page 60, Cadix, ville de négoce, page 60. Donc, on décrit la ville, quoi. Page 60. Une ville du sud, Cadix. Alors, Emilio Sanchez Guinia tient son chapeau dans une main et un gros paquet de courriers et de documents dans l'autre. Sexagénaire, bas sur pattes, le poil blanc et clairsemé, le regard avisé, il est vêtu à l'anglaise, une double chaîne en or reliant les boutons aux poches du gilet, et il a cet air presque imperceptible de légère fatigue, habituel chez les négociants qui ont atteint un certain âge et une certaine position. À Cadix, où il n'existe pas dans la bonne société de pire indépendance que l'oisiveté injustifiée, et il est de bon ton de laisser apparaître une minuscule touche de négligé, une cravate un tout petit peu flottante, quelques faux plis sur l'habit bien coupé et d'excellente qualité, révélatrice d'une intense et honorable journée de travail. Je sais que le bateau a fini par arriver, c'est un soulagement pour tout le monde. C'est un vieil et cher ami de toute confiance, camarade d'études de feu Thomas Palma, associé à la firme familiale dans de nombreuses opérations commerciales. Il partage également avec Lolita des risques et des affaires. Il a d'ailleurs aspiré pendant quelque temps à l'avoir pour belle-fille, en lui rebattant les oreilles des mérites de son fils Miguel, aujourd'hui son associé et l'heureux époux d'une autre jeune gaditane,
l'absence d'alliance familiale n'a jamais altéré les bonnes relations entre les maisons Palma et Sanchez Guinea. C'est donc Don Emilio qui a conseillé la jeune femme lors de ses premiers pas dans les affaires à la mort de son père. Il le fait encore quand celle-ci a recours à ses avis et à son expérience. Tu rentres chez toi? Je vais à la librairie de Salcedo. Je veux voir si des commandes sont arrivées. Je t'accompagne. Vous devez avoir des choses plus importantes à faire. Le vieux négociant rit joyeusement. Quand je te vois, je les oublie toutes. Allons-y. Il lui offrit le bras. En chemin, il commente la situation générale, l'état de diverses affaires dont il partage les intérêts. L'insurrection des Amériques complique beaucoup les choses, plus même que le siège français. L'exportation de produits vers d'autres rives de l'Atlantique a diminué de façon alarmante. Les rentrées de fonds sont minimes, faute de numéraire, et certains commettent l'erreur d'investir en papier-monnaie qu'il est difficile ensuite de convertir en bon argent. Néanmoins, Lolita Palma parvient à compenser l'absence de liquidité par de nouveaux marchés, à la farine et au coton des États-Unis, aux récentes exportations vers la Russie, et la bonne position de la ville comme dépôt de marchandises en transit viennent s'ajouter de prudents investissements dans les lettres de change et les risques maritimes. Cette dernière spécialité étant justement celle de la maison Sanchez Guinea, qui associe la firme Palma et Fils par des avances de capitaux pour financer des voyages commerciaux dont le remboursement inclut intérêts et commissions. Une pratique financière que l'expérience et le bon sens de Don Emilio rendent très rentable dans une ville qui a toujours besoin d'argent en espèces. Voilà, une ville de commerce. Hein. Alors, ouvert sur le monde, page 63, et notamment le monde anglo-saxon. Parce que page 63, ce sont les Anglais. Page 63. Alors, au coin de la rue de l'Amertume, près de l'ambassade britannique, se trouve une officine commerciale et un petit café fréquenté par des étrangers et des officiers de marine. Le quartier est éloigné des remparts de l'Est et où tombent les bombes dont aucune n'est jamais arrivée jusque-là. Détendus, profitant du beau temps, quelques Anglais sont devant la porte lisant de vieux journaux dans leur langue. Favoris, blonds, gilets criards, quelques habits rouges de militaires. Regarde nos alliés, Sanchez Guiana passe la voie. Assiégeant la résidence et les Cortés pour qu'ils lèvent toutes les restrictions à leur libre commerce avec les Amériques, cherchant leur avantage comme toujours et fidèles à leur politique de ne jamais admettre un bon gouvernement dans toute l'Europe. Avec Wellington dans la péninsule, ils font d'une pierre de trois coups. Ils s'assurent du Portugal, ils ont Napoléon à l'usure et au passage, ils font de nous leurs débiteurs pour se faire payer ensuite. Cette alliance nous coûtera les yeux de la tête. Lolita Palma lui fait remarquer l'agitation qui les entoure. Petit groupe passant, boutique ouverte. Un paquet du Diario Mercantil vient d'arriver au kiosque à journaux qui est au milieu de la rue et les acheteurs se bousculent pour les arracher des mains du vendeur. Peut-être, mais voyez la ville, elle déborde de vie, de commerce, de la fumée, rien de plus ma fille. Les étrangers s'en iront dès la fin du blocus et nous serons de nouveau les 60 000 que nous avons toujours été. Que ferons-nous alors, ceux qui, aujourd'hui, augmentent les loyers et triplent le prix d'un beefsteak? Ceux qui ont fait commerce de la gêne des autres. Ce que nous voyons là, ce sont les miettes pour aujourd'hui et c'est la faim pour demain. Mais les Cortés travaillent. Les Cortés grognent sans façon le vieux négociant. Sont d'un autre monde. Constitution, monarchie, Ferdinand VII. Ferdinand VII, c'est le roi d'Espagne. Rien de cela n'a à voir avec notre affaire. À Cadix, avant tout, on aspire à la liberté et au progrès des peuples. En fin de compte, c'est sur ça que se fonde le commerce. Alors, qu'on établisse ou pas de nouvelles lois, qu'on décide si le droit des rois est d'origine divine, ou si ceux-ci sont les dépositaires de la souveraineté nationale, ça ne changera rien à la situation. Les ports américains seront dans d'autres mains, et Cadix sera ruiné. Quand la vérole constituante sera passée,
les vaches maigres pourront meugler. Voilà, donc c'est la politique sur place, les Anglais, etc. Alors, page 203, énigmes. Donc, c'est un roman policier, donc vous parlez un petit peu des énigmes policières. 203. Alors, je saute un beau morceau, hein, parce que c'est un long livre. D'accord. Alors, comment vont vos traces sur le sable? Barul, qui a sorti sa tabatière pour briser une pincée de râpé, suit le regard de Tyson. Loin désormais du bruit et de la fureur du combat entre pièces blanches et noires, son expression est bienveillante, sereine. Ça fait longtemps que vous ne parlez plus de l'affaire, ajoute-t-il. Le policier acquiesce encore sans quitter les gens des yeux. Il reste un moment sans rien dire. Puis il fourrage dans un de ses favoris d'un air sombre. Ça fait aussi trop longtemps que le criminel reste tranquille. Peut-être a-t-il renoncé à tuer, risque Barul. Tyson s'agite, dubitatif. Réellement, il ne le sait pas. Réellement, je ne le sais pas, avoue-t-il. Un long silence, le professeur l'observe avec une attention extrême. Diable, commissaire, vous semblez regretter qu'il ne se manifeste pas. Maintenant, Tyson soutient le regard de Barul. Celui-ci incurve les lèvres comme pour pousser un sifflement admiratif. Mon Dieu, c'est bien cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? S'il ne tue pas de nouveau, vous n'aurez pas de nouvelles pistes. Vous croyez que l'assassin de cette pauvre fille n'ait soudain pris peur de ses actes, ou qu'il s'en soit lassé? Qu'il reste dans l'obscurité et ne fasse plus jamais parler de lui. Tyson continue de le contempler, inexpressif, sans rien dire. Son interlocuteur chasse à petits coups les restes de poussière de tabac avec un mouchoir froissé qu'il a tiré d'une poche. Puis il lève l'index et le pointe comme un pistolet en direction du bouton supérieur du gilet du commissaire. On dirait que vous craignez qu'il ne tue pas de nouveau et que le hasard le maintienne éloigné. Il y a quelque chose chez lui de rigoureux, argumente gravement le policier en regardant le doigt braqué sur lui. D'exact. Je ne crois pas qu'il s'agit de hasard. Barul semble réfléchir. Intéressant, conclut-il en se carrant sur sa chaise. Et c'est vrai que l'on peut parler de précision. Peut-être s'agit-il d'un fanatique. Tyson contemple l'échiquier vide, les pièces dans leur boîte. Ou peut-être, ajoute-t-il, la question semble naïve dans la bouche d'un homme comme lui. Il en prend soudain conscience et se sent un peu ridicule. Embarrassé, de son côté, Barul esquisse un sourire prudent. Il lève légèrement une main comme pour éluder toute responsabilité. Peut-être, je ne saurais le dire, tous nous aimons les jeux, les défis, mais tuer de cette manière, ça va quand même plus loin. Il y a des gens chez qui, comme c'est le cas pour les animaux, l'instinct ne réveille dans certaines occasions bruit de bombes, sensations, tout le monde sait ça. Je dirais que ce cas frise la folie. Si l'expérience ne nous avait pas enseigné que les limites de celle-ci ne sont pas toujours claires. Voilà, c'est une énigme, mais ils ne savent pas pour l'instant. Hein. Alors, page 269, Mariano Zaffia. Alors, 269. Page 269. D'accord. Toujours est-il que dès la première heure de l'après-midi, alors que le corps de la jeune fille était encore dans la cour et que Tyson cherchait une quelconque piste exploitable, son adjoint Cadalso est venu lui dire que Mario Zafra était à la porte pour s'informer des événements. Le commissaire est sorti et a fait reculer les curieux pour prendre le publiciste à part et lui a dit sans ménagement de se mêler de ses oignons. Une fille a été assassinée, a répliqué l'autre, un pas vide. Et ce n'est pas la seule. Je me souviens qu'il y en a déjà eu au moins une ou deux autres. Celle-là n'a rien à voir avec elle. Tyson l'a pris par le bras d'une façon presque amicale, en lui faisant descendre la rue pour l'éloigner des gens rassemblés près du porche. Une référence apparente
cette façon de lui prendre le bras, mais et qui ne trompait personne. Et bien entendu, encore moins Zafra. Après quelques efforts, il a réussi à se dégager pour faire face aux policiers. Eh bien, figurez-vous que je crois le contraire, qu'elle a tout à voir avec elle. Tyson l'a toisée. Taille médiocre, bas reprisés, chaussures crottées avec des boucles en fer blanc, une topaze sûrement fausse, comme une épingle de cravate, le chapeau froissé planté de travers, de l'encre aux ongles et des papiers dépassant des poches, de la redingote vert bouteille, des yeux délavés, peut-être intelligents. Et sur quoi vous vous fondez pour invoquer ça? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Sans se troubler comme toujours, Tyson a considéré le problème. Les différentes options présentées par l'échiquier, aucun doute, quelqu'un a bavardé. Tôt ou tard, il fallait bien que ça arrive. Par ailleurs, Mariano Zafra n'est pas en soi particulièrement dangereux. Son crédit en tant que journaliste est proche de zéro. Mais en revanche, les conséquences de ce qu'il publie peut l'être. La seule chose qui manque encore à Cadix est l'annonce qu'un assassin de jeune fille sévit depuis longtemps en toute impunité, suivi de la description de sa manière de procéder. La panique se répandrait et le premier malheureux revenu, soupçonné de tout et de rien, finirait assommé par la foule en furie. Sans parler qu'on exigera que soient désignés des responsables. Qui donc a gardé tout cela secret? Qui donc est incapable de découvrir l'assassin? Et quelques etc. de plus. Les journaux sérieux ne tarderont pas à s'emparer de l'histoire. Nous allons essayer de nous conduire en gens responsables, mon cher Zafra, et discrets. Ce n'était pas le bon ton, s'est-il dit tout de suite, en observant l'expression hautaine de son interlocuteur. Erreur de tactique. Le Robespierre du Boquete était de ceux qui grandissaient avec la faiblesse de leurs interlocuteurs, de plusieurs pouces au moins. Ne vous moquez pas de moi, commissaire. Le peuple de Cadix a le droit de connaître la vérité. Laissez tomber le droit et autres foutaises. Soyons pratiques. Quelle autorité avez-vous pour me parler ainsi? Tyson a regardé des deux côtés de la rue, comme s'il espérait que quelqu'un vienne lui donner un certificat prouvant la dite autorité, ou pour vérifier que leur conversation n'avait pas de témoin. Celle de quelqu'un qui peut vous causer de sérieux ennuis, voire transformer votre vie en cauchemar. Voilà, alors, enfin, page 411, le taxidermiste. Le taxidermiste. Alors, c'est ça, le taxidermiste. D'accord. Où est tombée la dernière bombe? Demande Fumagal, un forgeron qui prépare des appâts pour la pêche à la porte de sa forge. À côté, devant la Candelaria, et sans grand dégâts. Pas de victimes? Aucune, grâce à Dieu. Habitants et soldats travaillent à dégager la petite place. La bombe, constate Fumagal, en arrivant, est tombée juste devant l'église, sans toucher les maisons voisines, et bien qu'elle ait explosé, l'étendue du lieu, avec les constructions distantes les unes des autres, a limité les effets à des fenêtres cassées, des écaillures au crépi des façades et quelques tuiles et briques tombées par terre. De l'œil exercé de celui qui connaît son affaire, le taxidermiste calcule la trajectoire du projectile et le point d'impact. Le vent, observe-t-il, souffle du Ponant, et cela a sans doute contribué à ce que la bombe tombe dans cette partie de la ville, moins loin et un peu plus à l'est que les 4 dernières. Sous le prétexte de satisfaire sa curiosité, parmi les gens qui regardent, des enfants ramassent par terre des morceaux de plomb fondu, Fumagal marche lentement, concentré, comptant ses pas pour calculer les distances par rapport à la borne de la rue de la Tour. Un ancien socle de colonne arabe, avec le mulâtre et sans lui, avec les pigeons voyageurs ou les pigeonniers vides, il est décidé de faire ce qu'il fait jusqu'à la fin. Fidèle au rite qu'il s'est lui-même fixé, à la fois inévitable et délibéré. Gregorio Fumagal
à compter 17 pas quand il repère quelqu'un qui semble l'observer dans la foule. Ce n'est pas l'homme qu'il a perdu de vue tout à l'heure. Celui-là est de taille moyenne, vêtu d'une cape grise et d'un bicorne. Peut-être se relaie-t-il pour ne pas attirer les soupçons, décide-t-il. Ou alors, c'est encore un tour que lui joue sa raison, qui finit parfois par s'apparenter à une maladie incurable. Le taxidermiste a la certitude que tous les êtres humains sont malades, soumis à peine nés à la contagion de la vie et à son délire d'imagination. Celle-ci s'égare ou s'affole quand arrive la peur, tout comme arrive le fanatisme, les terreurs religieuses, les frénésies, l'idée de faire sourire féroce et les grands crimes. Il y a des gens simples qui méprisent ceux-ci, ignorant que pour les exécuter, il faut l'enthousiasme et la ténacité des grandes vertus. En oubliant que l'homme le plus vertueux peut être par un cumul de causes imperceptibles du monde aligné, l'homme le plus criminel, entraîné par un besoin de provocation qu'il ne s'attarde pas à analyser et qu'il est en réalité la conclusion de ses réflexions précédentes. Feu Magal marche en fixant le sol, l'air faussement distrait, et heurte volontairement l'homme au bicorne. « Pardon, murmure-t-il en le regardant à peine. L'autre bredouille quelque chose d'inintelligible en s'écartant, pendant que le taxidermiste s'éloigne, satisfait. Arrive que pourra, il ne s'enfuira pas de la ville. Socrate, obéissant aux lois injustes de sa patrie, n'a pas non plus voulu s'échapper de la prison dont la porte était ouverte. Il a accepté les règles, certains, comme les Gregorio Fumagal, que la nature de l'être humain ne peut agir que comme elle agit, tant envers soi-même qu'envers les autres. Ainsi l'exige le dogme de la fatalité. Tout est nécessaire. Voilà. Alors, roman historique policier, long, hein, et intéressant, très documenté. Voilà, donc c'était d'Arturo Pérez Reverte, Cadix ou la diagonale du fou. Donc, de beaux livres. Hein. Le livre également du militaire est bien aussi. Donc, j'en ai fini pour cet épisode. On se retrouve dans une semaine pour un sujet très différent. Là, ce sera sur De Gaulle. Alors, je ferai plusieurs épisodes sur De Gaulle. J'en avais fait précédemment déjà un, mais c'était argumenté sur une biographie de Jean-Paul Sartre. Donc là, on va se consacrer plus en profondeur sur De Gaulle. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt, dans une semaine. Non, dans 15 jours. À très bientôt.